Merci beaucoup et merci aux organisateurs de m'avoir invité. Je suis très contente d'être ici pour parler un petit peu de mon travail. Je voulais commencer en expliquant que je ne suis pas une spécialiste de l'ENART. Je ne suis pas vraiment une anthropologue non plus, puisque je suis une archéologue. Mais j'ai commencé mon cursus en faisant des études d'histoire et d'ethnologie. Et en ayant grandi en Calédonie, l'ENART, bon, je vais dire l'ENART, hein, je suis désolée, je ne peux pas. Évidemment, c'est un personnage et un nom qui ont toujours été familiers. Mais donc, ma façon d'aborder l'ENART, c'est parce que donc, je suis engagée dans ce projet à l'ANU depuis 4 ans, bientôt 5 ans maintenant, qui est en fait le premier projet à mettre en place une étude historiographique de l'archéologie, du développement de l'archéologie dans le Pacifique. Qui est l'idée par Matthew Spriggs, un archéologue très connu, qui a travaillé dans le Pacifique de nombreuses années, et en fait qui donc avait démontré qu'il fallait vraiment maintenant, qu'il était temps pour l'archéologie océaniste de s'intéresser un peu à son propre passé, de s'auto-analyser pour comprendre un peu ses héritages intellectuels, et aussi en fait de carrément créer une sous-discipline qui soit l'historiographie de l'archéologie. Parce que en fait ça c'est une approche qui a été développée maintenant depuis une vingtaine d'années en Europe et en Amérique du Nord. Donc il y a des historiens de l'archéologie. Mais par contre dans notre région, en fait il n'y a eu que très peu de travaux très ponctuels. Bon, un des principaux, ça a été cette double étude de Christophe Sand et Patrick Kirsch sur l'expédition archéologique qui a eu lieu dans les années 50, où il y a eu la découverte du site Lapita de Fouet. Ça a été en fait le principal travail d'histoire de l'archéologie qui a été fait jusqu'à maintenant. Donc, pour terminer un peu le point de vue qui m'amène sur l'ENART, l'idée que Matthew Spriggs a développée avec ce projet, qui va bientôt s'arrêter, donc en 2020, c'était d'écrire une histoire transnationale. Et donc ça, c'est un des vraiment points forts du projet, je pense, c'est que Spriggs a pensé qu'il ne fallait pas que s'intéresser aux anglophones. Donc, par exemple, on est toute une équipe. Moi, j'ai été engagée en tant que postdoc pour regarder l'histoire des traditions francophones de l'archéologie. Il y a une autre postdoc qui s'occupe des traditions germanophones, donc les Allemands, mais aussi les Suisses, qui ont été très actifs dans le développement de l'archéologie dans le Pacifique. Donc l'idée, c'est de regarder aussi, donc prosographie, c'est un terme un peu compliqué pour simplement dire qu'on s'intéresse un peu à la biographie des pionniers pour regarder la science en tant que science vécue. Ça, c'est une approche qui existe et que je trouve très intéressante, comment l'expérience de vie en fait influence la façon que les gens ont de développer leur approche scientifique. Donc on met tout ça en relation, et les réseaux aussi, bien sûr, entre les gens. Donc il y a une approche épistémologique, historiographique, mais pas que théorique. On veut aussi s'intéresser aux pratiques elles-mêmes, les premières fouilles, la façon dont les gens ont commencé à se poser la question de retrouver des vestiges en terre, ce que ça voulait dire, etc. Et il y a aussi un aspect qui est de regarder les rôles un peu cachés, qu'on n'a pas toujours mis en avant dans la mémoire en fait, de l'archéologie ou des sciences, donc notamment tous les collaborateurs autochtones, qui s'appelaient les guides, qui en fait étaient vraiment des experts souvent, qui étaient choisis de façon très précise par les communautés pour travailler avec les archéologues, et les femmes qui en fait étaient souvent les femmes, les épouses des archéologues, et qui étaient les assistantes parce qu'elles ne pouvaient pas être embauchées. Et j'en parlerai peut-être un petit peu à la fin, mais en fait il y en a eu qui étaient vraiment des archéologues qui ont écrit avec leur mari, qui ont publié, etc. Donc ça, j'ai déjà dit, on est un projet structuré en équipe et on a aussi plusieurs étudiants qui sont en train de rédiger leur thèse maintenant. Et je finirai en vous invitant tous à venir à Canberra en mars 2020, puisqu'on organise une conférence pour la fin du projet, où on va essayer de faire venir un peu des spécialistes. Donc là, on est en train d'écrire plein de grants pour avoir plein de sous, pour faire venir les gens, pour qu'il y ait un peu des représentants de l'histoire de l'archéologie dans le monde aussi, qui échangent avec ceux qui travaillent dans le Pacifique. Et une petite exposition aussi, avec toutes les institutions avec lesquelles on a travaillé. Donc, par exemple, j'espère qu'en monter une ici avec le musée. Donc, ça sera avec le Centre Chibao, puisque le musée sera en travaux. Mais donc, on essaye d'avoir des petites expositions sur un thème précis de l'histoire de l'archéologie dans tous les endroits où on a bossé, donc à Tahiti, en France, aux États-Unis, à l'île de Pâques, etc. Et tout ça va être lié par une exposition en ligne. Donc, apparemment, c'est un truc qui existe. Moi, je ne suis pas spécialiste, mais donc, il y aura une belle exposition en ligne qui mettra tout ça ensemble. Voilà. Donc, de ce point de vue-là, j'avais commencé au début à faire cette petite généalogie des archéologues océanistes francophones.
Vous voyez que c'est un système de parenté assez spécial parce qu'en fait, ça commence avec plein d'ancêtres et puis à la fin, il n'y a qu'un seul descendant, c'est José Garanger, notre père à tous, nous les archéologues du Pacifique. Et donc, j'avais quand même une petite conscience que les Narts avaient dû jouer un rôle quand même assez important. Et au début, je pensais que c'était surtout parce qu'il était en lien avec Guillard, qui a placé vraiment José Garanger dans le Pacifique, et aussi un peu Oreilly, qui, j'ai découvert, a un rôle quand même assez important finalement dans le développement de l'archéologie océaniste. Donc, je viens travailler dans les archives ici, et là, je trouve dans les archives de Lénart des pages du journal intime de Marius Archambault, qui est un des premiers archéologues à avoir travaillé en Nouvelle-Calédonie sur les pétroglyphes. En fait, il a fait un travail énorme sur les pétroglyphes. Bon, après, je vais en parler en détail, mais il est connu pour ses interprétations complètement basiquement racistes. Plus que l'époque actuelle, il était quand même assez gratiné. Mais je me dis, tiens, c'est intéressant, il y avait peut-être des relations un peu plus poussées que ce que j'imaginais. Et là, je me rends compte que Jeanne a l'air d'avoir joué un certain rôle dans la relation entre Marius Archambault et Maurice Lénart, donc je vais vous en parler. Et aussi, finalement, je me suis rendu compte que Lénart avait joué un rôle assez important dans la venue de cette équipe américaine des années 50, Gifford et Shuttler, qui ont découvert le site L'Habitat en Nouvelle-Calédonie, parce que c'est lié au développement de l'IFO, l'ancêtre de l'Orsom, donc je vais vous en parler. Et même, en fait, à travers son neveu Ray Lescure, donc il avait le bras long, jusqu'à Tahiti, où aussi il a joué un rôle dans la structuration de l'archéologie francophone, ou même de l'archéologie océaniste globalement là-bas. Donc après, pour vous voyez mon espèce de généalogie, elle devient de plus en plus large avec les années. Ça, c'est pour vous mettre un peu dans le contexte. Donc quand Archambault commence à s'intéresser à l'archéologie de la Calédonie, il y a... Donc c'est au début du XXe siècle, extrême fin du XIXe. En fait, avant lui, il y a eu Gustave Glomont, qui est vraiment un personnage super intéressant, puis en plus, il est beaucoup plus sympathique qu'Archambault. Et donc, il était déjà dans les années 1880 en train de faire des fouilles, il a fait des fouilles, de s'intéresser aux pétroglyphes et à tous les restes d'une ancienne présence humaine en Nouvelle-Calédonie. Et en même temps que lui, il y a un autre personnage beaucoup moins connu qui s'appelle Alfred Marsh, qui a travaillé en Micronésie, qui a une mission du ministère public pour aller faire des fouilles, etc. Donc c'est vraiment une période où les gens, les Européens, commencent à se rendre compte qu'il y a eu un passé ancien en Océanie. Et donc c'est important pour l'époque, pour les gens de se rendre compte de ça, et ils commencent à se poser des questions. Ils sont tous liés avec des personnages qui sont très connus dans le milieu académique français et européen, et donc différentes institutions. Bon, là, j'essaye de passer vite. Et tout ça remonte, on peut le faire remonter, évidemment, au voyage du XVIIIe siècle de découverte de l'Océanie par les Européens et des premières questions qui se posent sur ces peuples qu'ils rencontrent, etc. Perron, qui était sur les bateaux, en fait, j'ai oublié comment il s'appelle maintenant, Nicolas Baudin. Et en fait, Perron est connu dans l'histoire de l'anthropologie pour avoir été le premier anthropologue. C'est le premier personnage qui utilise ce terme pour parler de lui-même, donc dès 1800. Et donc il y a déjà un questionnement qui commence assez tôt sur l'origine, en fait. C'est comme ça que ça se pose au début, le passé des Océaniens, c'est d'où ils venaient. C'est la première question que les Européens se sont demandés. Pour essayer de faire une petite synthèse assez rapide du contexte intellectuel aussi, il y a deux grands événements importants dans la façon dont les savants européens se représentent le passé océanien, ou les peuples océaniens de manière générale. Donc d'abord, il y a le fait qu'en fait, au XIXe siècle, c'est le moment où la préhistoire, même en Europe, naît comme discipline. Donc c'est-à-dire qu'en 1880, quand Glomont fait des fouilles, je veux dire, en Europe, la discipline de préhistoire et l'idée qu'il y a une préhistoire est en train de naître. Donc même eux, ils ne sont pas clairs sur le fait qu'ils ont des ancêtres préhistoriques, eux-mêmes les Européens. Mais leur idée, c'est donc la préhistoire, c'est l'Europe. Et les gens qu'on rencontre, surtout dans le Pacifique, ils sont représentatifs de la façon dont les ancêtres des Européens vivaient. Donc voilà ce magnifique ouvrage de Quatrefages qui met en comparaison hommes fossiles et hommes sauvages. Donc quand on parle d'hommes primitifs, c'est parce qu'ils sont mis sur le même niveau, selon l'imaginaire européen, de développement. Il y a une espèce d'échelle avec les primitifs et en haut, c'est les civilisés. Et les civilisés, c'est la civilisation européenne. Bon, alors si on est français, on dit que c'est les Français les plus avancés. Si on est anglais, on dit que c'est les Anglais les plus avancés. Et l'autre chose qui est importante, c'est aussi donc, la fameuse division tripartite de l'Océanie par Dumont d'Urville, entre la Polynésie, la Micronésie, la Mélanésie. Et là aussi, il y a une hiérarchie qui est mise en place avec les Polynésiens qui sont un petit peu plus développés, un peu plus proches que des Européens. Ensuite, les Micronésiens et ensuite les Mélanésiens qui sont les plus proches des hommes primitifs et des préhistoriques européens.
Donc ça, c'est 2 éléments qui sont importants. Et si on est en 1880, on pense comme ça. C'est facile aujourd'hui de se retourner et de dire « Ah oui, ils étaient gonflés de penser comme ça ». Mais en fait, non, nous, on aurait pensé pareil. Hein. Et quand des gens vont nous étudier la façon dont on parle aujourd'hui dans 100 ans, ils vont se moquer de nous. Hein. C'est pareil. Donc, faut essayer de ne pas avoir un regard présentiste, comme on dit en histoire des sciences. Voilà. Donc maintenant, pour parler un peu de Marius Archambault et ses mystérieux lapidaires. Donc, il est connu, comme je l'ai dit, en Calédonie, pour avoir effectué un des premiers travaux de recensement des pétroglyphes, un travail énorme qu'on utilise encore. Hein. Mais il est aussi connu pour ses positions très, très colonialistes et racistes. Donc, il a même rédigé, je crois que c'est au début du XXe siècle, tout un opuscule sur les bienfaits de la colonisation et la question indigène. Il faut savoir donc qu'il arrive à 15 ans en Nouvelle-Calédonie avec ses parents. Son père achète une concession à côté de Moindou. Et donc, il grandit vraiment dans la communauté de colons libres qui s'installent dans cette zone-là. Et aussi, il fait partie de la communauté protestante, ce qui est important pour la relation avec les Nartes. Vers 20 ans, il rentre dans le service des postes et télégraphes à l'époque. Et donc, c'est dans ce rôle-là qu'il va commencer à arpenter beaucoup la côte Est. Et donc, à la fin, vers 1898, je crois, il fait ses premières découvertes de pétroglyphes dans la zone de Wailou, autour de la zone de Doneva, en fait. À partir de là, il va commencer à essayer de passer de moins en moins de temps sur son travail et de plus en plus de temps à aller explorer les pétroglyphes, les vallées, etc. Et il commence à publier, et il publie beaucoup dans les bulletins de l'anthropologie en France, donc ce qui lui donne directement accès à des grands noms de la préhistoire, comme de Mortillet, par exemple, mais aussi Luquet, plus tard, qui va utiliser ses travaux, etc. Donc, il se met à publier. À cette période-là, il envoie tout ça en France. Il bouge entre différents postes. Ensuite, il est basé à Nouméa. Il bouge à Lifou en 1902-1903, qui est l'année donc, où arrivent les Nartes sur le territoire. Puis ensuite, il est renvoyé sur Nouméa. Finalement, en 1908, il a une année pour aller à Paris de césure, où il se met à faire plein de conférences dans tous les cercles académiques sur ses découvertes. À la suite de quoi, il arrive à avoir une mission archéologique payé par le ministère de l'Instruction publique. Donc, il revient en Nouvelle-Calédonie en tant que missionnaire scientifique pour travailler sur l'archéologie. Ça ne dure pas longtemps parce qu'on va en parler, mais il avait un sale caractère, donc les gens avaient du mal à avoir des relations avec lui. Donc, il n'était pas trop aimé du gouverneur à l'époque, qui finit par dire « Mais qu'est-ce que c'est que ce gars qui utilise ses congés pour aller faire des petites gambadettes dans la brousse, là, il va revenir à Nouméa, illico presto, travailler au service des postes. » Donc, c'est ce qui se passe. Mais il continue à publier, envoyer tout ça en France. Il continue à faire beaucoup de voyages, et notamment, il va souvent sur Doneva et dans la zone de Wailou. Il continue à grandir son interprétation. Et finalement, en 1918-1920, il écrit un énorme rapport qu'une jeune étudiante du Quai Branly a redécouvert il y a 2 ans dans les archives d'Outre-mer. En fait, on ne savait pas où il était passé. Elle l'a redécouvert, donc il fait 900 pages, le rapport. Vous voyez le magnifique titre. Vous comprenez le genre d'interprétation qu'il avait mis en place. Et là, même s'il avait jusque-là eu un certain soutien intellectuel dans les milieux académiques, là, les rapporteurs de son rapport disent, non, c'est pas possible, on ne peut pas publier ce truc-là. Et alors, c'est assez marrant parce que les lettres entre le ministre et les rapporteurs, ils prennent plein d'angles. Qui c'est qui va envoyer la lettre à Archambault pour lui dire que son truc, c'est horrible ? Non, pas moi. Ah, non, pas moi. Non, vas-y, toi. Et puis, donc, ils essayent d'envoyer une lettre très gentille avec les angles très arrondis. Et là, donc, Archambault répond une lettre de 10 pages, complètement outré, où il explique que donc, la France est en train de rater l'ultime découverte capitale que pouvait réserver l'archéologie, que lui avait réalisée. C'était donc qu'il avait retrouvé la primitive civilisation antédiluvienne en Nouvelle-Calédonie, démontrée par les pétroglyphes, et que bien sûr, ça n'avait pas été fait par la populace kanak, qui habite actuellement l'île, mais une race blanche, bien évidemment, qui aurait occupé l'île longtemps avant les Kanaks modernes, donc plutôt asiates, méditerranéennes, proto-égyptiennes. Ceci étant dit, ce n'est pas complètement en dehors des idées du début du XXe siècle. Donc, il n'est pas complètement fou quand même quand il pense ça par rapport à ce que les autres pensent. Il a fait donc de nombreux... ses notes sont ahurissantes.
Ça part dans tous les sens, mais aussi donc il a fait beaucoup de relevés et aussi de magnifiques photographies des pétroglyphes de l'époque. Donc il lit dans les pétroglyphes les signes épigraphiques du premier alphabet de l'histoire humaine. Comme je disais, donc toutes ces interprétations sont très teintées de ses positions colonialistes, racistes, aussi tout simplement comme héritier de l'évolutionnisme racialiste qui avait été mis en place par les scientifiques européens pendant le 19e siècle. Donc il est juste un peu en retard en fait, parce que les gens à l'époque sont en train de s'éloigner de ces idées-là, lui il est encore dedans. Mais il utilise aussi les nouvelles idées qui sont les idées de diffusionnisme. Et donc même quand les archéologues qui travaillent en Europe, à chaque fois qu'ils retrouvent des vestiges dans différentes couches, chaque vestige matériel correspond à une ethnie, à une race. Donc ils lisent tout ça en migration. Donc dès que la culture matérielle change, c'est une migration d'une race différente. Donc même en Europe, les gens interprètent leurs données comme ça. Donc lui, c'est pas super choquant non plus qu'il ait ce genre d'interprétation. Et ça, c'était une petite note sur sa personnalité. Donc évidemment, il y a le contexte intellectuel qui joue, la position politique, mais il y a aussi juste la personnalité. Ce qui, je trouvais c'est un peu difficile quand on est dans les archives de juger quelqu'un sur sa personnalité. Mais bon, aux archives d'outre-mer, il y a de nombreuses notes des chefs de service, à chaque fois qu'ils passent un grade, tous les ans. Et vraiment, ils sont tout le temps en train de se plaindre qu'il a de très mauvaises relations avec les gens au-dessus de lui et les gens en dessous de lui. Ils disent qu'il ne sait pas du tout se faire respecter des Kanaks avec qui il travaille parce qu'il est tellement mauvais avec eux. Il ne sait pas du tout avoir de bonnes relations avec les gens. Ils ne savent plus quoi faire de lui, ils ne savent plus où le mettre. Enfin bon, ils n'arrêtent pas de se plaindre de lui. Mais malgré tout, donc jusqu'au moins en 1910-1915, il a un vrai soutien. Et j'essayais de comprendre d'où ça pouvait venir. Et je vois que quand il est en 1909, donc 1908-1909 en France, en train de faire toutes ces conférences, donc il y a beaucoup de gens qui disent « Ah oui, c'est très intéressant, les découvertes d'Archambault et tout ça ». Il arrive à avoir des lettres de soutien envoyées par des grands noms de la culture en France, qui sont envoyées au ministère pour dire « Il faut qu'il ait une mission, Archambault ». Notamment une lettre de André Michel, conservateur au département des sculptures historiques du musée du Louvre, un historien de l'art très respecté à l'époque, qui n'est autre que le père de Jeanne Lénart Michel. Donc ici, Jeanne Michel sur son papa, André Michel. Et contrairement peut-être à ce qu'on a dit hier, moi ce que j'ai découvert en creusant un peu l'histoire de Jeanne Michel, c'est que quand même sa famille avait l'air d'être une famille plutôt, alors je ne sais pas comment ils étaient au niveau protestant, mais ils avaient l'air plutôt libéraux en fait, de ce que j'en ai compris. Donc Jeanne, c'est une des premières femmes en France à passer le baccalauréat quand même. Elle a 2 sœurs, je crois, au moins 2 sœurs. Une ou 2 sœurs qui sont aussi très éduquées. Dès qu'elle passe son baccalauréat, elle travaille avec son père, elle est éditrice des travaux écrits de son père. Ses parents, André et Hélène Michel, tenaient un salon qui était très à la mode à Paris, où il y avait plein d'artistes intellectuels qui venaient, et où les filles faisaient partie des discussions. Elles n'étaient pas du tout mises à côté. Donc, elles avaient une très grande connaissance culturelle. Elles étaient très au courant des travaux de leur père en histoire de l'art, au niveau du musée du Louvre, etc. Et si on remonte un peu plus loin, en fait, la mère de Jeanne Michel, donc Louise Crosnier de Varigny, est née à Hawaï, ce que je trouve quand même une chose assez incroyable au niveau du cycle pacifique, de la présence du Pacifique dans cette famille. Donc sa mère est née à Hawaï parce que le grand-père, donc là c'est la maman de Jeanne, et donc là c'est le grand-père, Charles de Varigny. Donc c'était un écrivain qui est parti au 19e siècle un peu à l'aventure, d'abord aux États-Unis, où d'ailleurs il a écrit des choses sur la liberté féminine qu'il trouvait absolument, lui, très intéressante. Il trouvait que les femmes aux États-Unis étaient très libres, très indépendantes et que l'Europe devait vraiment prendre leçon sur ça. Il s'installe finalement à Hawaï avec sa femme, qui était une pianiste, qui elle aussi était quelqu'un de très éduqué. Et il commence à fréquenter la famille royale hawaïenne, et il devient finalement à un moment le premier ministre de Kamehameha V, le roi hawaïen. Donc ils ont vraiment une présence très importante. Et il a écrit beaucoup de choses, donc ça c'est dans les archives Lénart ici, à Nouméa. Il a écrit beaucoup de choses sur l'Océanie, sur l'histoire de la présence européenne en Océanie. Et pour moi aussi, ce qui est intéressant, c'est qu'il a été un des premiers à décrire des sites archéologiques hawaïens aussi dans les journaux français.
Donc, il y a vraiment une boucle de la présence du Pacifique dans cette famille, quoi. Il me reste pas beaucoup de temps. Ok. Bon, voilà. Donc Lennart, il me reste 5 minutes, donc je peux vous parler de Lennart maintenant. Lennart arrive donc en 1902 et... Oui. Yeah. Ok. Donc Lennart arrive en 1902 et dès qu'il arrive, donc il est accueilli par Delors, donc le pasteur protestant qui est dans les îles Loyauté et qui, je pense, connaît Archambault déjà. Parce que donc dès qu'il arrive, Lennart écrit j'observe qu'il y a plein de traces anciennes dans l'île et un monsieur Archambault s'est mis à fouiller et à trouver des pierres gravées. Donc il dit j'essaierai de rentrer en relation avec lui et il dit que déjà en arrivant sur ce qui va devenir Doneva, j'ai vu un pétroglyphe, quoi. Donc Lennart commence déjà à se poser des questions sur ça et à avoir entendu parler d'Archambault. Et en fait, juste quelques mois après, dans une des lettres donc, qui sont conservées aux archives d'Outre-mer en France, il explique qu'il a rencontré l'ethnographe de la Calédonie, Archambault, qui est un excellent homme, un honnête homme, ce qui est très rare en Nouvelle-Calédonie. Et donc, il est délégué à Lifou. Et dans les pages du journal d'Archambault qui se trouvent dans les archives Lennart, on a donc le point de vue d'Archambault qui, quelques mois après, organise son déménagement à Lifou. Et ils ont dû devenir proches assez rapidement, puisqu'il explique qu'il fait déménager toute sa bibliothèque chez les Lennart pour qu'eux gardent toute sa bibliothèque pendant que lui va s'installer à Lifou pendant 1 an pour sa mission de travail là-bas. Je pense que ça veut dire les Lennart, parce que ça, c'est les Lennart. Parce qu'en fait, par recoupement du journal avec ce que les Lennart disent dans leurs lettres, c'est comme ça que j'en suis venue à cette conclusion. Et aussi que je me suis dit, c'est pour ça qu'il y a les pages du journal qui sont dans les archives Lennart, quoi. À un moment, ils ont dit, on va prendre toutes les pages où ils parlent de nous, puis on va les mettre dans nos papiers pour que ça ne parte pas ailleurs. Parce que effectivement, alors elles ne sont pas toutes datées, c'est difficile de savoir exactement, mais à partir de ce moment-là, c'est vraiment une récurrence, les Lennart chez Archambault et Archambault chez les Lennart. Ils ont l'air de se voir assez souvent, que ça soit Maurice qui descend à Nouméa, qui est accueilli par Delors et Archambault, ou Archambault qui les visite là-bas à Doneva. Mais pour reparler de Jeanne, il y a pas plusieurs morceaux où donc il explique qu'il va chez les Lennart, il discute de son projet d'archéologie et il a l'air de beaucoup en parler avec Jeanne. Il dit souvent Madame Lennart, Madame Lennart. Il dit pas toujours des choses très gentilles, donc je pense que ça fait aussi partie des raisons. Par exemple, il trouve que vraiment Jeanne a trop le dessus sur son mari, elle donne trop ses idées, quoi. Elle n'a pas sa place. Bon, voilà, c'est un peu fatigant. Bon, évidemment, donc, lui, c'est le personnage horrible. Il est raciste, il est misogyne, tout ce qu'on préfère chez une personne. Donc, bon, là, et voilà, il dit, le soir, après dîner, la cuisine était... la causerie était assez languissante, le dîner était lourd, il me pesait sur l'estomac. Voilà, mais d'un seul coup, Madame Lennart s'est mise à me parler de mes pierres. C'était mettre le doigt sur la fibre sensible et dégager assez d'électricité pour réveiller un mort. Donc après, à partir de là, wow, c'est une grande discussion, tout ça. Et puis, en plus, il est content parce qu'elle l'admire un peu. Donc, voilà. Bref. Un autre point que je trouve intéressant, donc là, à nouveau, une lettre où Maurice Lennart donc, discute d'Archambault, du fait qu'ils sont allés se promener. Et là, je pense... D'ailleurs, ça a été mis... ça a été montré par Nepels récemment. En fait, donc, le guide principal, des collaborateurs principaux de Lennart, donc Boyo Rigi, j'espère que je prononce comme il faut, je me suis entraînée, donc, est aussi devenu, par le biais de Lennart, un informateur très important pour Archambault, pour lui montrer les sites de pétroglyphes dans la zone, etc. Donc, de ce point de vue-là aussi, ça a été important. Donc là, ils vont faire des promenades ensemble. Et d'ailleurs, c'est assez marrant parce que Lennart dit que Boyoul a amené un panier entier de fossiles à Archambault. Donc Lennart, il est là, ouais, je suis vert parce que ça fait des semaines que moi je lui demande. Mais bon, du coup, Archambault veut les prendre, mais je vais les garder pour les envoyer à papa, à Frantz, qui est donc géologue. Donc non, il les aura pas. Et là, il y a cette petite lettre de Archambault qui date de 1907 que je trouve aussi assez intéressante, puisque là, il fait une petite dédicace aux Lennart, je pense, pour les remercier de l'avoir accueilli. Et là, il fait une grande déclaration dithyrambique sur les magnifiques travaux qu'ils font pour soutenir le peuple kanak, ce que je trouve assez hypocrite venant d'Archambault. Oui, c'est magnifique d'aider le peuple kanak comme ça, etc.
On retrouve aussi des traces de l'importance de Lénart dans le fait qu'en fait, il y a beaucoup de pièces collectées par Archambault. Il ne s'intéressait pas que aux pétroglyphes, mais à la culture matérielle en général, qui viennent de la région d'Awailou, Gondé, etc. Donc je pense à nouveau, c'est par l'introduction que Lénart a dû faire au niveau des tribus locales pour qu'Archambault puisse aller là-bas et les gens lui donner des pièces qu'il a après ramenées avec lui en France dans les musées. Et il y a aussi certaines pièces qu'il a laissées aux Lénart et qu'ensuite les Lénart ont déposées dans les musées après sa mort. Donc là, je m'appuie beaucoup sur les travaux de cette étudiante du Quai Branly, là, Marie Duban, qui a creusé un peu tout ça. Et on voit que là, différentes pièces ramassées par Archambault ont été ensuite publiées et utilisées par Lénart aussi dans ses analyses. Il s'agit de toutes les pièces qu'Archambault avait lui-même interprétées comme étant de tradition kanak, pas de tradition antédiluvienne de la race blanche. Donc ces pièces-là que lui avait trouvées kanak, c'est celles qu'ensuite Lénart utilise aussi dans ses publications. Donc, maintenant, je me suis posé la question de la façon dont Lénart, lui, avait des idées sur la préhistoire et sur le fait qu'il y ait une Calédonie préhistorique. Le terme est de lui. D'abord, il faut commencer par l'influence de son père, Franz Lénart, dont on a déjà parlé, qui était géologue, mais géologue au XIXe siècle, ça veut dire paléontologue aussi. D'ailleurs, il donnait des cours de paléontologie et de préhistoire. Et donc, c'était vraiment, j'ai cherché un terme pour synthétiser sa pensée, mais c'était un évolutionniste chrétien, c'est-à-dire qu'il acceptait la plupart des idées dans la théorie évolutionniste. Donc, il voyait donc Dieu comme créateur, mais ce n'était pas le seul. Il y a eu vraiment ensuite une évolution biologique et sociale, puisque c'est l'idée de l'époque. Et donc, du coup, il y avait un intérêt pour la préhistoire qui, je pense, a été transmis du coup à son fils aussi. Ce qu'on voit aussi, c'est que quand Archambault est à Paris, à un moment, Lénart y est aussi. Et en fait, Lénart donne aussi des conférences sur des thèmes de préhistoire au même moment. Donc déjà, il y a une certaine relation entre les travaux des deux scientifiques, quoi. Ce qui se passe au même moment, c'est qu'on a les travaux de Sarrazin et de Luquet qui viennent en fait par différentes routes aux mêmes conclusions, qui disent que les pétroglyphes sont le fait des ancêtres des Kanaks, mais dans le même temps, bon, tous les deux aussi viennent à la conclusion que les Kanaks sont des primitifs. Et primitifs, c'est-à-dire dans le sens de l'époque, des représentants d'un des niveaux qui correspondent à la préhistoire humaine. Donc là, il y a par exemple cette analyse très intéressante faite par une préhistorienne qui a montré comment, en fait, ces deux représentations au début du XXe siècle pour les Européens étaient importantes, étaient en miroir vraiment. Donc les hommes sauvages et les préhistoriques, c'était les primitifs qui représentaient le passé de la race européenne. Et donc à ce moment-là, c'est même classé comme des pré-néandertals, etc., etc. Et on trouve dans ces notes d'ethnographie publiées en 1930 quelques petits passages où il explique qu'il y a donc une Calédonie préhistorique à explorer, que ça serait intéressant, il manque un accent. Et il parle donc des pétroglyphes d'Archambault, comme il les appelle. Il dit qu'il n'y a pas d'explication vraiment qui existe. Il parle du fait que donc, certains pensent que c'est une humanité antérieure aux Kanaks, d'autres que ce sont vraiment les Kanaks qui les ont fait. Il ne veut pas trop trancher, il dit on ne sait pas trop, mais quand même, c'est quand même bizarre parce que c'est souvent en dehors des habitats actuels, donc ça, c'est pas en relation avec la société kanak actuelle. Et il est quand même capable de penser ça, alors même que certains des collaborateurs kanak avec qui il travaille lui expliquent en fait que, par exemple, certes, les cupules sont connues, elles servent à représenter un serment. Kibo, il lui donne le terme. Donc, il recueille des traditions orales sur les pétroglyphes, mais il continue à penser, avec Archambault, que c'est pas sûr, quoi. Dans le même temps aussi, il commence à s'intéresser beaucoup aux masques calédoniens. Et dès le début, il fait cette différence entre la culture du Nord et du Sud en Calédonie. Il utilise les vestiges de culture matérielle et les activités aussi que lui, il observe dans les sociétés. Et il trouve qu'il y a une grande différence entre le Nord et le Sud. Et il met ça en relation avec des migrations anciennes qui n'ont pas été les mêmes. Et donc, les cultures du Nord et du Sud représentent deux couches culturelles différentes qui seraient arrivées en Calédonie. Donc, il commence à avoir des idées en fait sur une histoire, une préhistoire en Nouvelle-Calédonie. Donc, il utilise le masque pour dire que pour lui, donc, ça représente une migration assez récente qui serait arrivée de Papouasie, dans le nord de la Grande Terre, basée sur les mythes, qui ont amené avec eux toute une partie de la culture kanak moderne que lui, il observe. Il parle encore donc de différentes traces de migration qu'on retrouve dans l'anthropologie physique, dans les langues, dans les mythes et dans les vestiges de culture matérielle qu'on retrouve, avec encore une fois donc, cette opposition entre le Nord et le Sud. Et donc il commence déjà à faire une petite synthèse dans Docamo
Donc il dit il y a dû avoir une première migration très ancienne, ou alors même ils étaient là dès le début, on ne sait pas trop, et c'est les Australo-Tasmaniens. Et donc là, pareil, il utilise des idées qui sont très diffusées en Europe à ce moment-là, hein. Les Australo-Tasmaniens, c'est la population ancienne d'Océanie, voire même la population ancienne du globe, hein, qui est représentée aujourd'hui par ça. Ensuite, il y a eu des migrations mélanésiennes. Alors là, c'est toujours compliqué de savoir ce qu'ils veulent dire par mélanésien, les gens à l'époque, hein. Ou peut-être papou, ou même polynésien, bon, on ne sait pas trop quoi. Et après, il y a eu des migrations imprécises, peut-être indonésiennes, donc c'est ce qu'on appelle aujourd'hui austronésien, hein, en fait. Voilà, donc ça, c'est des traces qu'on retrouve. Il fait aussi ça en utilisant la linguistique. Et à nouveau, donc, les restes de poterie, la poterie à anse, que lui n'observe plus utilisée par les Kanaks, qui est que dans le sud, mais qui aurait été importée par le nord, puisque ça vient des Papous, etc. Ce qui se passe au même moment, c'est que le musée de l'homme s'organise et veut en fait rejoindre les anglo-saxons, compris de l'avance. Et donc Rivet, qui est le directeur, était très intéressé par l'Océanie. Enfin, lui, il pensait que les peuples océaniens, en fait, étaient l'origine de la civilisation humaine, hein. C'est intéressant parce qu'à l'époque, dans le diffusionnisme, c'était l'Égypte, mais Rivet, non, il pensait que c'était les civilisations océaniennes, hein, qui étaient à l'origine de la civilisation dans le monde. Donc Rivet veut qu'il y ait des activités. Donc il envoie une mission archéologique à l'île de Pâques. Il envoie une mission dans les îles Salomon, qui est menée par Oreilly. Aussi, à la fin des années 40, c'est là que le Normand et Avias découvrent des tessons de poterie lapita à l'île des Pins, donc ça ne s'appelle pas encore lapita, et qui se rendent compte que c'est les mêmes choses qui ont été découvertes aussi dans les Bismarcks au début du siècle. Donc il y avait une relation qui commençait à se mettre en place. Donc toutes les pièces d'un puzzle commencent à se mettre ensemble. Et donc Lénart, évidemment, est au courant de tout ça, hein. Ça a dû jouer sur ses idées. Et donc l'idée, c'est que tout ça, ça montre qu'il y a eu des peuplements non mélanésiens dans la région de Mélanésie. Et ça n'est pas encore, comme aujourd'hui, enfin récemment en tout cas, lié aux Polynésiens à l'époque, hein. C'est très séparé. Les Polynésiens n'ont pas de poterie, donc on ne les associe pas du tout à ces genres de choses qu'on découvre. Ok, donc en 1951, il publie cette grande synthèse en fait, de ses idées sur la préhistoire, où il explique finalement que donc il y avait d'abord des autochtones dont on retrouve en fait du coup dans les niveaux des outils en pierre, des silex taillés, donc eux c'est les Australo-Tasmaniens. Ensuite, juste 2 ans avant qu'il publie ça, il y a eu une analyse des groupes sanguins, puisqu'à l'époque on ne pouvait pas faire d'analyse ADN, donc il faisait analyse des groupes sanguins menée par Avias, qui, selon lui, démontre que dans les ancêtres Kanaks, il y a une trace de population blanche. Donc, c'est cool parce qu'on peut enfin dire que c'était des Blancs qui ont fait les pétroglyphes. Et donc, Lénart a l'air d'être quand même assez d'accord avec ça, hein. Et il associe la poterie à anse à cette population, les pierres à gorge aussi, hein, qu'on retrouve dans les niveaux. Donc ensuite, il y a une période d'absorption, hein, quand même, donc de façon différente de beaucoup d'autres très racistes qui voyaient les Mélanésiens comme étant des méchants cannibales qui sont venus, qui ont mangé tous les gentils blancs qui avaient fait les pétroglyphes. Lui, non, il pense que quand même, ils se sont mariés et voilà, ils ont eu des descendances. Mais une grosse partie de la culture, du coup, a disparu, a été oubliée, puisqu'ensuite, donc, ces Mélanésiens, on ne sait pas trop d'où ils viennent, ont ramené avec eux la culture en terrasse, les outils de pierre dure, la case ronde, etc. Ils maintiennent leur culture, ils se métissent avec encore d'autres populations qui arrivent, donc notamment sa fameuse migration de Nouvelle-Guinée avec le masque, et ensuite, plus récemment, des migrations polynésiennes. Donc ça, c'est vraiment sa grosse synthèse. On voit qu'il cite donc des auteurs ethnographes de l'époque, parce que donc, ce genre d'idée est tout à fait dans l'air du temps. C'est une personne de son temps intellectuel, hein. Mais ce que je trouve intéressant, c'est qu'au moment où il publie ça, donc sa grosse synthèse, en fait, c'est aussi le moment où se prépare la grande expédition, la première expédition d'archéologie professionnelle, en fait, en Nouvelle-Calédonie, menée par Guy Ford, un Américain, et Shuttler, son étudiant. En fait, Shuttler S, parce que c'était le couple Shuttler. Et donc, ils sont en communication avec Jean Hagen, le fils de T.B. Hagen, qu'ils ont rencontré à Fidji. Et donc, ils sont en train de préparer leur venue ici, mais en fait, ils sont en communication avec Lénart. Parce que quand Guy Ford va faire sa mission d'archéologie à Fidji, juste avant, il rencontre donc Jean Hagen là-bas, il discute d'archéologie en Calédonie, est-ce qu'il y a des choses à faire intéressantes là-bas
Et donc Jean Hagen lui dit oui, 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 je vous envoie une coupure de presse écrite dans le bulletin du commerce par Lennart quand il est venu ici. Donc ça date de... Oui, ça date donc du moment où il vient pour l'IFO, Lennart, pour mettre en place l'IFO. Et il fait publier cette petite note ici pour dire aux gens, aux colons, si vous trouvez des vestiges quand vous creusez, il faut nous les amener. Il ne faut pas les garder pour vous ou les détruire. Il faut nous les amener parce qu'il y a vraiment beaucoup de questions qu'on se pose sur la préhistoire calédonienne. Il faut à tout prix qu'on découvre ce qui se passe. C'est très mystérieux. Donc amenez-nous tout ça. Et là, il fait une petite synthèse de ce qu'on sait, enfin de ce qu'on ne sait pas en fait, sur la préhistoire. Et donc, à partir de là, Guy Ford rentre en fait en correspondance assez assidue avec Lennart. Donc Lennart écrit en anglais. Ce qui est intéressant, parce que là, il écrit très bien en anglais, mais à la fin, il doit rencontrer, lors de son retour, il doit rencontrer Guy Ford en passant par les États-Unis, et il lui dit, bon, je suis content de vous rencontrer, mais ça va être dur la communication parce que je ne parle pas vraiment bien anglais. Hein. Donc, bon, je ne sais pas comment ils ont fait pour communiquer, parce que Guy Ford ne parlait pas très bien français non plus. Je me dis que peut-être Jeanne, qui était avec lui, hein, ayant eu une mère hawaïenne quand même qui était bilingue, peut-être qu'elle maîtrisait un peu l'anglais. Bon, là, j'en sais rien. En tout cas, ils échangent. Lennart lui explique. Hein, donc Guy Ford explique à Lennart que quand il a fait des fouilles à Fidji, il a trouvé un niveau de culture ancienne. Donc il y a au moins 2 couches culturelles à Fidji. Et donc Lennart lui dit, mais je ne suis pas du tout surpris que vous trouviez 2 niveaux, 2 cultures différentes dans les îles de Fidji, puisque moi-même, je suis familier avec le fait qu'en Calédonie, il y a le même genre de choses. Hein. J'ai retrouvé des traces, des preuves d'une culture qui n'appartient pas aux Kanaks, que je connais très bien les Kanaks. Et donc j'ai dirigé plusieurs jeunes hommes à faire des recherches archéologiques sur les poteries de Calédonie pour confirmer mes propres observations. Donc voilà, il y a eu beaucoup de choses intéressantes qui ont été trouvées. La poterie à anse, les différents outils lithiques, les pétroglyphes. Donc ça, ce sont des exemples de problèmes archéologiques qu'il faut qu'on recherche. Donc j'aimerais beaucoup que vous veniez, etc. Et donc sur le bateau de retour, il passe par Hawaï et ensuite par la Californie avec sa femme Jeanne, et ils vont rencontrer Guy Ford. Et à partir de là, donc tout se met en place et la venue de Guy Ford et Shetler est organisée. Donc, je me suis rendu compte que par le biais de l'IFO et ensuite de la Société des océanistes à Paris, bien sûr, où Lennart était président, il y a eu vraiment une façon, du coup, pour les francophones et Lennart, d'être sûr qu'on contrôlait ce que les anglo-saxons venaient faire, puisque c'était eux qui étaient des archéologues avec la formation à l'époque, mais il fallait quand même qu'on contrôle ce qu'ils font hein, sur les territoires français, quoi. Hein. Donc, ça a été un bon moyen pour eux de savoir tout ce qui se passait. Donc, voilà, Guy Ford et Shetler, là, avec leurs collaborateurs Kanak. Il n'y a pas souvent des noms, à part Paul et André, qui sont assis avec Elisabeth Shetler, la femme de Shetler, qui était la seule du groupe à parler français. Et qu'on voit sur beaucoup de photos en train de travailler. Hein. Elle est tamise, elle fouille, et elle est toujours avec notamment ces deux, Paul et André, mais aussi d'autres des travailleurs Kanak. Et en fait, c'est elle qui prenait toutes les notes de tradition orale. Donc, par exemple, le site Lapita, hein, je pense que c'est grâce à elle qu'on sait que ça s'appelait comme ça, hein, Lapita, et d'autres traditions orales sur les sites archéo. Donc, une femme archéologue à redécouvrir, parce qu'en plus, après, elle a eu une carrière assez importante aux États-Unis, etc. Et ensuite, dernière petite branche du contrôle du rôle joué par Lennart. Donc, son neveu Ray Lescure, avec les histoires qui s'est passées ici, se retrouve expulsé à Tahiti. Quand il arrive à Tahiti, en fait, très rapidement, il prend la présidence de la Société des études océaniennes, qui existe déjà depuis un moment à Tahiti. Et pareil, c'est l'outil local pour contrôler les externes qui viennent faire des travaux scientifiques en Polynésie française. Et là encore, il y a une grosse présence des anglo-saxons, surtout des Américains et du Bishop Museum. Et en fait, Lennart, d'abord, par la Société des océanistes, puis Ray Lescure, place Aurora Natua, qui est une demi, hein, comme ils disent, de Tahiti, qui avait une énorme culture et qui, en fait, a été la personne fin des années 40, quand eux, ils la placent, jusqu'aux années 80, qui a ouvert les clés à tous les scientifiques et surtout les archéologues qui ont travaillé en Polynésie. On la voit ici avec Kenneth Emory, un des grands archéologues américains du Pacifique, en train de négocier l'accès aux terres pour pouvoir fouiller. C'était elle qui donc faisait toujours la traduction, que ça soit
et pas juste traduction linguistique, hein, mais comme on disait hier, les concepts aussi, hein, que ça soit entre les traditions locales pour les archéologues ou l'inverse, expliquer aux gens pourquoi les archéologues voulaient faire ça. Et en même temps, c'est elle aussi qui était la gérante du musée de Tahiti et qui faisait bien attention à ce que ces gens-là ne repartent pas avec les vestiges de Polynésie, mais que ça reste sur le territoire et que donc les gens locaux aient un contrôle de ce qui se passe. Donc voilà, avec tout ça, finalement, en commençant avec un petit fil qui était les pages d'Archambault dans les archives Lénart, je me suis rendu compte qu'en fait, il y avait une importance et un intérêt aussi de Maurice Lénart, qui finalement n'est pas du tout anecdotique pour la préhistoire et l'archéologie calédonienne et donc du Pacifique francophone. Ce que je trouve aussi moins intéressant en tant que personne qui s'intéresse à l'histoire des sciences, c'est le rôle des contingences, des situations quoi, hein, personnelles et historiques, et ce croisement de destin de la famille Jeanne Michel, Lénart, Archambault, au même moment, là, qui fait que ça arrive, et l'importance des réseaux d'influence hein, pour pouvoir imposer ses idées dans le monde académique et faire que on a un héritage qui reste. Et finalement, donc, le rôle aussi qu'il a joué pour mettre en place le contrôle et le placement de la recherche francophone. Finalement, ils vont enfin réussir à placer un Français avec José Garanger, qui n'avait pas du tout envie de faire de l'archéologie océaniste hein, à la base en plus, mais on l'a mis là. Et voilà. Et ensuite, il a formé tous les archéologues qui travaillent actuellement dans le Pacifique. Donc, avec ça, je remercierai tous les gens qui m'ont aidé, qui m'ont donné des sous pour aller dans toutes ces archives, ou qui m'ont envoyé des photos d'archives, et évidemment les archives elles-mêmes. Et donc là, c'est quelques-unes des très jolies photos qui sont au Quai Branly, qui ont été prises par Archambault. Et là, je pense que c'est lui. On dirait qu'il a été rajouté. Hein. Parce que c'est lui là-bas derrière. Ouais. Oui.